Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte, podcast sur les architectes pour les architectes. Je suis Hélène Saunois. Je suis Axel Bertrand, nous sommes avocats associés du cabinet Asten Avocat, cabinet d'avocats en droit de l'urbanisme et de la construction publique-privée basé à Paris et à Nancy. Nous intervenons notamment aux côtés d'architectes. Perspectives d'architecte, c'est le podcast qui donne la parole aux architectes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Bassiou, architecte HMONP, fondatrice de l'agence Studio Éco-Architecture. Bonjour Catherine Bassiou, bienvenue, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a conduit à devenir architecte ? Alors oui, avec grand plaisir. Merci d'abord pour votre invitation. Et puis pour répondre à votre question, depuis mon enfance, je suis fascinée par l'art de construire et puis plus particulièrement par les constructions réalisées avec des matériaux naturels tels que le bois, la pierre, la paille et la terre. J'ai grandi en Transylvanie où ce type de construction est spécifique dans cette zone. C'est une région nichée au cœur des Carpates où l'architecture traditionnelle s'adapte parfaitement au climat rigoureux avec des hivers très froids. Là-bas, les maisons sont souvent surélevées sur des socles en pierre avec des murs en bois massif et des toits à 4 pans qui sont recouverts de tuiles en bois. Aujourd'hui, je suis persuadée que ce cadre patrimonial de mon enfance, avec sa forte présence de bois sculpté et les matériaux naturels, a certainement influencé mes choix de vie professionnels et m'a poussé plus tard à me spécialiser sur la construction éco-responsable. C'est très intéressant. En plus, c'est un sujet aujourd'hui d'intégrer justement ces matériaux, de revenir à une architecture qui est intégrée dans son environnement, voilà, de l'adapter aussi à son environnement. Peut-être pas la même architecture partout en fonction de l'environnement dans lequel se trouve le projet. Est-ce que tu peux aussi nous dire un petit peu quel a été ton parcours universitaire, voilà, tes différentes expériences aussi, les premières expériences que tu as pu avoir après tes formations? Oui, tout à fait. Alors, je suis double diplômée. J'ai un premier diplôme qui est à Bucarest, donc à l'université d'architecture Iomincu. Et j'ai un deuxième diplôme à l'ENSA Paris-La Villette. À la suite de mes études, je commençais à travailler dans une agence d'architecture de renommée internationale, qui est l'agence Puxas, où je suivis ma formation HMONP en étant là-bas. Et puis, j'ai commencé à me spécialiser, à me former sur la construction éco-responsable, toujours en étant étudiante et puis en parallèle de mon parcours professionnel. Donc tu as commencé avec une expérience universitaire, enfin une formation universitaire donc à Bucarest. Est-ce que il y a des différences, je ne sais pas, par exemple, avec une formation en France? Est-ce que c'était complémentaire? Enfin, comment tout ça s'est articulé après avec aussi ta formation en France? Alors, c'était un échange Erasmus à la base, mais effectivement, il y a une différence assez importante entre les différentes écoles, en fait, entre les deux écoles. À Bucarest, c'est une école qui a un profil plutôt technique, alors qu'à La Villette, il y avait un profil plutôt beaux-arts. On ressentait beaucoup ces différences et je pense effectivement que c'est complémentaire d'avoir une formation qui soit à la fois technique et ensuite qui se complète avec ce profil de l'école de La Villette, où il y a beaucoup de réflexions par rapport par rapport au design de l'espace. C'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup plus poussé sur la forme, sur l'esthétique du bâtiment. Voilà, donc c'est une architecture, c'est une autre manière, c'est une autre vision sur l'architecture, c'est une autre manière de concevoir l'architecture. D'accord. Et alors c'est marrant ce que tu dis, donc tu étais au début dans le cadre d'un Erasmus et finalement après tu es resté. Tout à fait. D'accord. Donc je suis restée effectivement, je commençais à développer en parallèle le Master 2 à La Villette et le 6e année d'architecture à Bucarest. Donc là-bas, c'est un système intégré
Il n'y a pas un système comme en France, licence et master. Donc, c'est un système de 6 ans. Et au bout de 6 ans, on peut avoir un diplôme d'architecte. D'accord. Et il y a l'équivalence aussi de l'HMONP. Oui, tout à fait. Il y a des équivalences aussi. C'est un peu pareil comme en France, je pense en tout cas. Ça va être une formation complémentaire qu'on fait à la suite de nos études. Il est peut-être conseillé d'avoir quelques expériences professionnelles pour avoir cette compréhension du métier, des enjeux qui sont dans notre secteur d'activité. Et voilà, donc je pense que c'est exactement le même principe qu'en France. Ok, et du coup, ton HMONP, tu l'as faite en France et directement à la suite de tes études? Alors, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un cabinet. C'était le premier cabinet où j'ai travaillé en tant qu'architecte diplômé d'État. Et au bout de 2 ans, je trouvais que j'avais déjà un petit peu d'expérience pour avoir comment une autre compréhension. Enfin, j'avais un besoin de comprendre aussi les aspects juridiques, les aspects de gestion d'une agence d'architecture, ce qui m'a poussée à faire la formation HMOMP. Ok, super. Et comment est-ce que tu l'as vécu, ta formation HMNP? Des fois, c'est un sujet pour certains archis, pas forcément, mais voilà, comment est-ce que toi, c'est quoi ton ressenti sur cette formation? Comment est-ce que tu as réussi à la suivre en travaillant aussi? C'est quand même aussi un challenge quelque part. Oui, alors je pense que c'est essentiel aujourd'hui, en effet, de faire la formation HMOMP, justement pour avoir la conscience des aspects autres qui ne sont pas liés à l'architecture, mais qui sont plus liés à la gestion d'une agence d'architecture. Et puis, il me semble aussi important d'avoir une petite expérience professionnelle pour comprendre justement les aspects qui sont liés à la gestion d'une agence d'architecture. Voilà, donc une autre chose qui est peut-être importante, c'est d'avoir à l'esprit le démarrage, soit en parallèle, soit voilà, à la suite de la formation HMOMP, parce que forcément, c'est des notions qui sont importantes à mettre en pratique pour mieux comprendre en fait ce qu'on nous apprend à l'école. Et en tout cas, je trouve que pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant de monter une agence à la suite de la formation à HMOMP et non pas quelques années plus tard. D'accord. Et alors, on avait vu, c'est un autre sujet, mais ça va nous faire la transition avec la question suivante. On avait vu, et on a discuté aussi en préparant le podcast, que tu avais une certification. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ce que c'est, ce que ça t'a apporté, voilà. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une certification pour la construction éco-responsable que j'ai faite il y a quelques années maintenant. Euh, Ce qui m'a apporté dans un premier temps, je pense, c'est une prise de conscience par rapport à la construction éco-responsable aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Et puis, voilà, c'est des connaissances liées à la construction éco-responsable, à l'architecture écologique, mais c'est plus une prise de conscience par rapport à cet aspect-là. Voilà, c'est une formation qui a duré 1 an. Et puis, j'ai une autre certification aussi qui est importante et qui me sert aujourd'hui dans le cadre de mon activité, qui est la construction en paille. Donc, c'est une certification pour la construction en paille. Et c'était les deux, c'était à La Villette? Alors, la première, c'était une association avec la maison d'architecture. Et puis, la deuxième, c'est un organisme en fait qui fait les formations. Ok. Alors, ça fait le lien justement avec ton expertise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Studio Eco Architecture, ton domaine d'expertise, les types de projets sur lesquels tu travailles habituellement? Alors, Studio Eco est une agence d'architecture fondée en 2019, située dans le 3e arrondissement de Paris et qui est spécialisée sur la construction éco-responsable.
Nous intervenons aussi bien sur des projets de réhabilitation que sur des projets de construction neuve. Nos clients sont principalement les mairies de Paris et les mairies de l'Île-de-France, les bailleurs sociaux et un peu plus ponctuellement les particuliers. À l'Agence, notre objectif est d'accompagner les villes dans la transition écologique dans le secteur de la construction et c'est pourquoi on travaille principalement sur des logements collectifs et des établissements scolaires, que ce soit des écoles, des groupes scolaires ou alors des gymnases. En effet, la plupart de nos projets s'inscrivent dans une démarche éco-responsable et ça se traduit par l'utilisation de matériaux écologiques, par des techniques de construction locales, par des énergies renouvelables qu'on peut employer dans le cadre de nos projets, des techniques de construction locale, le réemploi, le circuit court. Notre objectif est d'associer la sagesse des techniques traditionnelles qui ont déjà fait leurs preuves dans le temps avec des innovations constructives contemporaines. Et tout ça dans le but d'améliorer à la fois la qualité des usagers et aussi de réduire l'empreinte carbone des constructions sur l'environnement. Donc les maîtres d'ouvrage, là, ça va être donc des collectivités, si je comprends bien, des bailleurs. Le maître d'ouvrage, ça va être souvent des mairies. On a des projets qui sont issus, nous on répond très régulièrement à des appels d'offres, donc on est retenu aux appels d'offres auxquels on répond, et puis des bailleurs sociaux aussi, et un peu plus ponctuellement des particuliers, très très ponctuellement des promoteurs. Et c'est justement ces sujets d'éco-responsabilité, comment est-ce que vous les mettez en avant dans vos réponses, par exemple, aux appels d'offres, dans les grandes lignes, hein, pas dans les détails, mais j'imagine que c'est peut-être aussi une exigence parfois du maître d'ouvrage, peut-être pas toujours, je ne sais pas. Tout à fait, oui. Parfois, c'est une demande de la part de la maîtrise d'ouvrage que le projet soit un projet écologique ou que ça soit orienté vers des pratiques un peu plus respectueuses de l'environnement. Parfois, on essaye, nous, de présenter les avantages d'avoir un projet éco-responsable et il y a des maires, des mairies qui nous suivent en fait dans cette démarche. Super, merci beaucoup. Peux-tu nous parler de quelques-uns de tes projets récents ou emblématiques dans ce domaine? Alors oui, tout à fait. Cette année, on a beaucoup travaillé sur des établissements scolaires. Et là, en l'occurrence, un de nos projets de réhabilitation écologique, qui est un groupe scolaire dans les Yvelines, est en chantier depuis cet été. Ce projet incarne plusieurs principes écologiques, dont notamment l'isolation biosourcée en liège et en paille, l'utilisation des enduits à la chaux, un système de protection solaire avec des brise-soleil, le réemploi des tuiles en terre cuite ou alors des toitures terrasses végétalisées. C'est un projet qui était censé être un projet de réhabilitation conventionnel. Et grâce à la mairie, aux élus, aux maires, nous avons pu transformer ce projet pour que ça soit un véritable vecteur de changement, un projet de réhabilitation écologique de référence dans son territoire d'accueil. Donc c'est vous qui avez initié cette idée de bâtiment éco-responsable là pour ce projet-là. Voilà, tout à fait. Pour ce projet-là en particulier, la demande était de faire une réhabilitation d'un groupe scolaire qui est formé d'une école élémentaire et d'une école maternelle. Et on a proposé des principes éco-responsables qui ont beaucoup plu et qui étaient performantes, enfin qui étaient pertinentes dans ce contexte et pour ce projet. Et au final, la maîtrise d'ouvrage, qui est la mairie de Buc, a accepté justement de réaliser ce projet pour que ça soit un projet écologique. Et du coup, est-ce que toutes les communes sont dans cette démarche de favoriser des projets éco-responsables? Pas vraiment, pas vraiment. Mais voilà, peut-être il y a... c'est aussi notre rôle en fait d'accompagner la maîtrise d'ouvrage pour lui faire comprendre quels sont les avantages en fait de réaliser plutôt une réhabilitation, une conception écologique et surtout les avantages
pour la commune dans un contexte donné, avec les enjeux budgétaires qui puissent exister sur un projet. Voilà, donc il faut beaucoup rassurer aussi la maîtrise d'ouvrage que ce n'est pas parce qu'on part sur un projet écologique qu'il y aura un dépassement de l'enveloppe budgétaire. Voilà, donc si longtemps que les conditions qui sont demandées par la maîtrise d'ouvrage sont respectées, je pense qu'il y a beaucoup plus de souplesse et de flexibilité et de compréhension en fait pour qu'on puisse partir dans cette dynamique. Justement, j'avais deux questions sur ce que tu viens de dire. Et la première, tu as commencé, je pense, à y répondre, c'était la question budgétaire. Dans ces types de projets éco-responsables, est-ce que justement, il ne pourrait pas y avoir un surcoût? Enfin, je pense que c'est une question qui peut justement se poser à chaque fois dans ce type de projet. Comment est-ce que vous gérez ça, justement? Alors nous, on est toujours accompagnés par comment on travaille le projet ensemble avec la maîtrise d'ouvrage, avec nos ingénieurs, avec des économistes. Et effectivement, il y a souvent des arbitrages à faire et c'est ce qu'on fait dans le cadre de nos projets. On présente plusieurs hypothèses à la maîtrise d'ouvrage et c'est ensemble en fait qu'on fait les choix, les différents choix, de manière à respecter le budget. Après, il faut aussi avoir une vision sur le long terme et penser aux économies qu'on puisse faire sur le long terme et non pas dans l'immédiat. Est-ce que tu as des exemples justement un petit peu d'économies, par exemple, sur le long terme Oui, tout à fait. Toutes les économies qui sont faites grâce à une isolation qui est faite correctement. Il y a aussi, par exemple, je prends l'exemple des isolations biosourcées, où il y a la question de déphasage qui est pas souvent, on entend très peu parler de ça. Et par exemple, une isolation biosourcée présente un déphasage beaucoup plus important, ce qui permet en fait à l'isolation d'absorber la chaleur en période estivale pour la relâcher pendant la nuit. Donc il y a moins besoin de mettre de la clim. Donc forcément, il y a des économies d'énergie qui se font. D'accord. Ah, c'est super intéressant. Et ma deuxième question, c'était sur la durabilité de ces projets. Est-ce qu'il y a une différence ou pas par rapport à un projet classique, on va dire, en termes de durabilité dans le temps? Non, pas du tout, pas du tout. Donc il y a pas de sujet par rapport à ça. En revanche, il y a un autre sujet que j'aimerais bien évoquer. Il y a des subventions qu'on peut avoir dans le cadre de certains choix. Je prends l'exemple des toitures terrasses végétalisées. On peut avoir des subventions sous certaines conditions. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour des maîtrises d'ouvrage de faire un choix. Et partir sur, par exemple, sur des toitures terrasses végétalisées ou alors d'autres solutions écologiques qui puissent être subventionnées par la suite. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais d'autres exemples de projets récents ou emblématiques justement dans ce domaine? Oui, tout à fait. Alors, sur un autre projet en cours, qui est de la réhabilitation écologique d'une école dans le 16e arrondissement de Paris, nous avons mis en place des principes de réhabilitation écologique qui sont notamment l'isolation en liège, des toitures terrasses végétalisées et des protections solaires par des casquettes sur les façades sud. Et un troisième projet qui me tient à cœur est la réhabilitation écologique d'un gymnase dans le département de l'Essonne. C'est un projet qui est encore en phase d'étude et nous prévoyons de travailler avec des matériaux biosourcés locaux, notamment avec du pisé, qui est une technique de construction en terre crue reconnue pour ses qualités de régulation hygrométrique et thermique. Ce choix est aussi motivé pour les qualités esthétiques du pisé qui permettent d'apporter une image identitaire au projet. Nous prévoyons aussi de mettre en place d'autres principes écologiques tels que le bardage recyclé pour les façades, le réemploi de matériaux et l'utilisation des énergies renouvelables. Alors, est-ce que maintenant tu pourrais nous dire quels sont selon toi les défis auxquels est aujourd'hui confrontée la profession d'architecte? Alors, typiquement, ou en tout cas dans le cadre de notre activité à l'agence, où nous cherchons à inscrire nos projets dans une démarche écologique, il y a principalement deux défis récurrents. Le premier est la réticence à la construction écologique. Même s'il y a une prise de conscience qui commence à s'installer depuis quelques années sur les enjeux environnementaux,
il y a encore, il y a encore beaucoup de freins psychologiques qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de notre démarche et de concrétiser certaines solutions éco-responsables que nous proposons dans le cadre de nos projets. Et un deuxième aspect, c'est la réglementation, qui n'est pas encore adaptée à la construction écologique. Ce qui fait que parfois, nous sommes amenés à recourir à des matériaux et des techniques plus conventionnelles qui ne sont pas particulièrement plus performantes, mais qui sont conformes à la réglementation en vigueur. Il me semble donc important que la réglementation évolue pour favoriser la transition écologique dans le secteur de la construction. Est-ce que tu as des exemples, peut-être que toi tu as rencontré justement dans tes projets, si tu penses, je sais pas, à un moment, une règle justement qui a contraint un projet si bien que tu as dû revenir à quelque chose de plus conventionnel. Oui, tout à fait. Là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est une isolation en paille qu'on a proposée. Il y a certaines règles qu'on doit respecter dans le cadre de nos projets. Et puis, si la réglementation n'est pas adaptée ou s'il n'y a pas des règles professionnelles qui soient faites pour une solution qu'on propose, ça peut parfois ça peut parfois avoir des incidences au niveau de planning, de travaux. Et forcément, on est obligé de passer par d'autres solutions. On est toujours resté sur une solution biosourcée, donc on a remplacé la paille par du liège, justement pour respecter le planning des travaux. Donc voilà, parfois, et c'était justement lié à un problème de réglementation qui n'est pas tout à fait adapté à ce système qu'on avait proposé. Sur le premier point que tu avais soulevé, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire évoluer les mentalités des maîtres d'ouvrage justement sur ces enjeux? Peut-être les inviter sur nos projets de construction éco-responsable pour dissiper les réticences, pour voir d'autres exemples, d'autres manières de faire et aussi dissiper les réticences par rapport à ce qu'on imagine qu'un projet écologique puisse être au niveau de l'écriture architecturale. Ce n'est pas parce que c'est un projet écologique que ça va être un projet peut-être moins esthétique. Parfois, on ne voit même pas en fait toutes les démarches qui sont mises en place, on ne voit pas les isolations en paille par exemple, ça ne va pas se voir. Donc l'aspect final du bâtiment, ça va beaucoup ressembler au bâtiment conventionnel. Et puis voilà, c'est notre rôle aussi de conseil en fait, d'apporter les réponses à la maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur des sujets techniques, juridiques ou peut-être financiers par rapport aux choix qu'on puisse proposer dans le cadre de nos projets. Ok, super, merci. J'ai une dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va petit à petit s'imposer de toute manière à la profession, au maître d'ouvrage, et que peut-être dans pas si longtemps, il y aura une majorité de projets éco-responsables, ou alors est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va prendre beaucoup de temps et que dans des dizaines d'années, on n'en sera pas beaucoup plus loin? Euh, Question pas évidente. Je pense que depuis quelques années, on sent et on voit déjà la différence entre les bâtiments qu'on faisait il y a 10 ans et les bâtiments qu'on fait aujourd'hui. On commence à intégrer de plus en plus le bois, les matériaux biosourcés dans notre pratique professionnelle, dans nos projets. Donc moi, en tout cas, je vois la différence. Par exemple, quand j'étais à l'école, on n'en parlait quasiment pas de l'architecture éco-responsable, de l'architecture écologique, alors qu'aujourd'hui, il y a des cours et même les écoles, en fait, s'adaptent pour faire la transition vers une architecture un peu plus, voilà, pour une architecture plus durable, pour une architecture qui soit adaptée en tout cas aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Il y a aussi des formations qui sont mises en place, de plus en plus de formations, donc ça nous permet, nous, en tant que maîtrise d'œuvre, de nous former, d'être à la page avec l'évolution de notre métier. Et puis, je pense qu'il y aura une évolution qui sera faite et qui est portée surtout par la nouvelle génération. Il y a une demande plus importante
qu'il y a quelques années. Donc, je pense que ça va beaucoup évoluer dans ce sens-là. Comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avoir contribué à une transition écologique dans mon secteur d'activité. Mon objectif est de continuer à faire évoluer les pratiques professionnelles en faveur de la transition environnementale à mon échelle et à travers mon métier. Et alors pour conclure, la dernière question de tout épisode pour tous nos invités, si tu ne dois citer qu'une construction, celle qui te parle le plus, à laquelle tu penses? Alors, je suis très admirative du travail de Philippe Madec, qui est un architecte pionnier du développement durable en urbanisme et en architecture. Et l'un de ses projets les plus remarquables est le pôle culturel de Cornebarieux, un modèle d'architecture écologique, qui associe le principe de construction éco-responsable à une esthétique architecturale remarquable. Voilà, pour moi, c'est un architecte de référence pour la construction écologique d'aujourd'hui. Merci Catherine Bassiou pour tes réponses et pour ton intervention inspirante. C'est la fin de ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte, un épisode passionnant lors duquel nous avons abordé de nombreux enjeux. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Nous espérons que cela vous a plu et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite pour un nouvel épisode. C'était Perspectives d'architecte, le podcast sur les architectes, pour les architectes, par Asten Avocat.